Et sans plus tarder, allez, on va commencer donc la table ronde et j'appelle à me rejoindre tout de suite Nargis Mimouni de l'AREC. Bonjour Nargis, merci de venir. Sur l'estrade, attention, c'est un peu haut. Alexis Martin de la ville de Nanterre qui nous rejoint aussi. Et Vincent Goussin de la Driat qui me rejoint aussi. On va mettre Nargis entre vous deux. Comme ça, vous avez un micro pour 3 personnes, 2 micros pardon, pour 3 personnes. Vous allez vous le partager. Un plaisir de vous avoir. Alexis, d'ailleurs, c'est la deuxième fois qu'on se revoit, puisqu'on s'était vu en mars déjà. Je peux proposer peut-être un petit tour de table de présentation pour que vous présentiez rapidement. Alors, je commence, je suis Alexis Martin, je suis maire adjoint à la transition écologique et au patrimoine communal de la ville de Nanterre. Merci Alexis. Nargis. Donc, Nargis Mimouni, chargée de projet au sein de l'AREC, Agence régionale énergie-climat. Donc, je travaille sur les sujets de la rénovation énergétique et du photovoltaïque. Et Vincent Goussin de la DRIEAT, donc au service énergie-bâtiment. Donc DRIEAT, c'est les services déconcentrés de l'État en région Île-de-France. Et je m'occupe notamment du décret tertiaire pour les services de l'État à l'échelle francilienne. Voilà, merci de ce premier tour de table de présentation. On avait dit peut-être pour commencer qu'on ferait un petit cadrage réglementaire pour un premier tour de table. Et on avait dit que peut-être Nargis, si tu pouvais le faire. Et puis après, on parlera actualité avec Vincent. Donc au niveau réglementation, oui. Oui. Donc juste pour remettre tout ça en contexte, donc on parle de décret tertiaire. Et comme son nom l'indique, ça concerne les bâtiments tertiaires. Et donc les propriétaires et les exploitants de ces bâtiments-là. L'objectif donc de ce décret-là, c'est de pouvoir suivre les consommations de ces bâtiments. Donc il va falloir, il y a une obligation à renseigner sur la plateforme Opérate les consommations de ces bâtiments-là d'ici le 30 septembre 2022. Donc on est voilà, dans les dernières échéances. Et puis ensuite, ces consommations-là, il y a des objectifs de réduction d'énergie. Et donc, on est sur des objectifs à 2030 de moins 40%, à 2040 de moins 50% et à 2050 de moins 60% en termes de consommation énergétique. Et oui, pardon, j'ai oublié de préciser, ça concerne uniquement les bâtiments de plus de 1000 m² en termes d'activité tertiaire. Voilà. On va parler après de l'écosystème francilien des acteurs. Vincent, au niveau actualité, alors donc effectivement, c'est la fin de la ligne droite là pour remplir sur la plateforme Opérate. Alors j'ai cru comprendre, il y a d'autres choses en termes d'actualité. Peut-être on peut en parler. Peut-être pour répondre à une question aussi, est-ce que il faut forcément avoir rempli d'ici fin de mois, fin septembre, où on a un petit peu des délais supplémentaires? Effectivement, c'est un vrai sujet. Comme on le sait, on attend notamment les valeurs absolues pour l'ensemble des typologies d'activités qui ne sont pas encore sorties. Peut-être pour revenir rapidement là-dessus, avant de répondre à cette question, il y a l'arrêté valeur absolue qu'on appelle arrêté valeur absolue 2, qui est sorti courant le premier semestre 2022, qui permet d'avoir les premières valeurs absolues pour certaines typologies d'activités, qui sont les bureaux, l'enseignement et quelques autres que je n'ai plus en tête actuellement. Mais il n'y a pas toutes les valeurs absolues. Donc il faudra attendre l'arrêté valeur absolue 3 qui devrait sortir au plus tôt à la fin de l'année 2022. Je n'ai pas de calendrier plus précis à vous donner aujourd'hui. Pour revenir sur la date du 30 septembre 2022, qui était la question initiale, effectivement, c'est l'objectif qui était fixé depuis maintenant quelques mois de date butoir de remplissage de cette plateforme. Il y a déjà eu un retard d'un an, il y a un report d'un an initialement c'était prévu au 30 septembre 2021. Donc à ce jour, la date limite de remplissage reste le 30 septembre 2022, mais il n'y a pas de sanction ou de blocage de la plateforme qui sera fait à cette échéance, sachant qu'on est encore dans une période de pédagogie, de structuration de la plateforme qui a encore certains défauts, comme certains me l'ont énoncé juste avant l'événement. Donc le 30 septembre 2022, c'est une date qui reste importante car il y aura une mesure du taux de remplissage et pour cibler un peu les secteurs qui respectent le plus cette obligation de remplissage.
Donc jusqu'en décembre, en tout cas, c'est la perspective qu'on a aujourd'hui. Il y aura possibilité de remplir la plateforme, de continuer à la remplir avec les consommations et tous les éléments demandés, et aussi la possibilité de faire des modifications sur ce qui a été rentré jusqu'à présent. Malgré tout, j'invite toutes les personnes qui sont concernées par le dispositif à commencer à s'inscrire malgré tout sur la plateforme avant cette date du 30 septembre, même si les données seront remplies a posteriori. Oui, parce qu'il y a un petit peu de travail à faire pour cette partie d'inscription. Exactement. Nargis, on va arriver à vous, Alexis. Il y a tellement de choses à dire sur les retours d'expérience. Nargis, juste pour positionner l'écosystème des acteurs franciliens, parce qu'on dit il y a la DREIAT, il y a la région, il y a les collectivités, il y a les ALEC, il y a les syndicats d'énergie. Bon, enfin, il y a moult acteurs. Et donc aujourd'hui, souvent, ce que nous posent comme question les maîtres d'ouvrage de collectivité, c'est vers qui je me tourne, qui est compétent, bon, enfin, comment je fais pour enclencher le mouvement. Tout à fait. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué parce que tous n'ont pas le même niveau d'intervention auprès des collectivités. Et donc on va avoir donc, certaines structures comme les ALEC ou les syndicats d'énergie qui vont avoir une action très locale, donc auprès de leurs collectivités adhérentes ou auprès des collectivités de leur territoire. Et puis on va avoir des acteurs donc, comme l'AREC, dont je fais partie, ou la DRIAD, qui ont des échelles d'intervention un peu plus régionalisées et avec plus une information globale qu'on peut diffuser à tous en fait, alors que les acteurs plus locaux vont permettre en fait d'avoir des actions vraiment ciblées sur le patrimoine des collectivités. Et donc l'objectif quand on cherche une structure pour nous accompagner, c'est vraiment de se demander qui est présent sur mon territoire. Donc faire le tour des ALEC, des syndicats d'énergie, ça peut être aussi des associations, tout simplement. Et donc elles vont pouvoir en fait apporter des moyens humains supplémentaires pour vous indiquer les démarches à suivre. Et puis aussi elles ont une approche où voilà, elles ont déjà effectué le travail avec d'autres communes certaines fois. Et donc elles vont être beaucoup plus rapides pour vous aider à mettre en place la méthodologie. Oui, Vincent veut compléter, mais quand je suis une petite commune, j'ai besoin de plus de soutien parce que je n'ai pas forcément les équipes en interne. Et puis quand je suis une plus grosse commune, j'ai les équipes en interne. Mais quand je suis une petite commune, souvent, ce que je voyais, c'est qu'on va voir son syndicat d'énergie parce que là, je vais trouver des bureaux d'études qui vont être en capacité ou des ingénieurs qui vont être en capacité de m'accompagner. Bien sûr. Après, effectivement, il y a certains territoires qui sont malheureusement pas couverts. Et donc pour ces territoires-là, ça va être vraiment une recherche de financement, d'aide pour justement pouvoir ouvrir ce poste supplémentaire au sein des collectivités et pouvoir entamer ces démarches. Et donc malheureusement, il n'y a pas beaucoup de solutions à part rechercher des subventions ou parfois aussi faire des démarches auprès de la Banque des territoires, par exemple, pour entamer des projets. Voilà, c'est pour les financements. Merci d'avoir précisé la Banque des territoires. Alors Vincent, tu voulais préciser autre chose? Oui, j'en profite pour préciser le rôle des services de l'État un peu sur ce sujet-là, parce que je l'ai évoqué très rapidement. Je n'ai rien à redire à ce que Nargis a dit, c'était très complet, très clair. Juste sur les services de l'État, moi pour ma part, je travaille à l'échelle régionale. On est en relation directe avec le ministère sur ces sujets-là pour apporter des informations réglementaires et faire remonter aussi les difficultés qui viennent du terrain. Au-delà de moi qui ai le rôle à l'échelle régionale, il y a aussi les directions départementales des territoires ou les unités départementales en petite couronne qui ont des agents dédiés qui peuvent apporter une réponse en termes réglementaires, en termes d'utilisation de la plateforme. Donc n'hésitez pas à vous diriger vers eux et en cas de difficulté autre, de vous diriger vers le niveau national avec notamment la boîte mail qui est disponible sur la plateforme Opérat, qui est recensée. Et au même titre, il y a toutes les ressources qui sont disponibles. Donc c'est vraiment, en termes de support, que ce soit au niveau national, régional ou même départemental, à l'échelle francilienne, il y a moyen d'avoir accès à ces réponses. On a mis en place ce qu'il fallait pour répondre à vos questions. Alors Alexis, est-ce que la ville de Nanterre, vous en êtes où là sur Opérat? Vous avez rempli toutes les informations ou pas encore complètement? On a un peu de retard.
Le prestataire a pris un peu de retard, donc on espère tenir les chances plutôt vers la fin de l'année, mais là, pour le 31 septembre, ça va être un peu compliqué. Oui, ça va être compliqué. Alors, rentrons dans le vif du sujet aujourd'hui qui nous réunit, qui est piscine et gymnase. Parce qu'on avait dit qu'on ferait un retour d'expérience aussi. C'est un grand plaisir de vous avoir avec nous, parce que c'est ce qu'on se disait en préparant cette table ronde. C'est super d'avoir des maîtres d'ouvrage qui vont pouvoir nous parler des cas concrets. Parce que sur Nanterre, effectivement, vous êtes concernés par les piscines. Alors, on rappelle que les coûts d'énergie ont explosé. Et vous, comment vous avez fait face à cette situation énergétique? Est-ce que vous aviez déjà une piscine qui était rénovée? Enfin, racontez-nous cette histoire. Alors sur Nanterre, sur le territoire de Nanterre, il y a 3 piscines. Donc il y a déjà la piscine qui est gérée par l'université de la ville de Nanterre. Donc ça, c'est un cas un petit peu à part puisque c'est pas du patrimoine communal. Après, au niveau patrimoine communal, il y a 2 piscines. Il y a le Palais des Sports où on a une grande piscine olympique, et puis il y a le centre sportif Paul Vaillant-Couturier où il y a une petite piscine principalement à destination des scolaires, notamment des élèves de maternelle pour apprendre à nager. Donc forcément, c'est surtout la grande piscine qui a une consommation énergétique et d'eau qui est importante. Et pour limiter la consommation d'énergétique, on a mis en place un partenariat public-privé il y a quelques années, dans le cadre d'un CPE, un contrat de performance énergétique, voilà, je perds mes mots, qui a été mis en place en 2013, avec plusieurs objectifs. Donc déjà la réduction de la consommation énergétique, les émissions de CO2 qui doivent baisser, mais aussi de favoriser des marchés avec les PME pour les travaux qu'il y a à faire, mais aussi du travail d'insertion. Donc voilà, c'est à plusieurs niveaux que ça se passe. Et il y a plutôt eu des résultats encourageants. Donc j'avais noté les chiffres qu'il devait atteindre. Donc, dans les objectifs, il devait réduire la consommation d'énergie de 38%, d'eau de 41% et de gaz à effet de serre de 60 à 70%. Pour 2021... les consommations d'énergie, donc c'était 38% pour 38%, l'énergie. Ouais. Donc pour 2021, qui est une année un petit peu à part, puisqu'avec le Covid, il y a eu des périodes de fermeture. Sur l'électricité, on avait atteint 31% de baisse, sur le gaz 64% et sur l'eau 83%. Donc c'est quand même des chiffres très encourageants. Et même dans les années précédentes, qui étaient plus des années standards, il y avait quand même des chiffres de baisse qui étaient assez conséquentes. Donc là, pour les prévisions de 2022, avec l'augmentation du coût d'énergie, pour l'instant, d'après les prévisions, on atteindrait une augmentation de 55% du coût de l'énergie. Donc on atteindrait à environ 600 000 € à l'année pour le gaz et l'électricité. Oui, vous allez revenir finalement sur un coût d'énergie à quelque chose près, toutes choses étant égales par ailleurs, à 2013. Oui, en gros, à peu près. On peut presque se dire qu'au niveau du coût, on va rester au même niveau. Par contre, j'ai fait rapide calcul tout à l'heure. Si on n'avait pas fait ce travail-là, on aurait 270 000 € en plus à payer. De coût d'énergie, oui. Coût d'énergie, voilà. Oui, donc là, ça aurait été invivable, en tout cas difficilement finançable par la collectivité. Ça aurait fait un budget encore plus difficile à boucler à la fin de l'année. Oui. Alors, et au niveau global, si on regarde ce que ça représente, la piscine, ou peut-être les piscines par rapport au coût de l'énergie globale de la collectivité? Alors de mémoire, on avait un coût à peu près de 8 millions d'euros sur l'ensemble du patrimoine, donc ça doit peser dans les 10%, un peu moins de 10%. Ouais. Oui. C'est quand même relativement important, parce qu'on a un patrimoine quand même très important et très divers. On a des spécificités. On a par exemple un théâtre national qui fait partie du patrimoine communal, et on a une spécificité propre à Nanterre où on a la cathédrale de Nanterre qui est du patrimoine communal. C'est la seule cathédrale de France qui fait partie d'un patrimoine communal, puisqu'elle est devenue cathédrale après la loi de 1905, puisqu'au début, c'était pas un évêché Nanterre, quoi. Oui, non, mais on sait que pour chauffer de l'eau, ça coûte, on dépense beaucoup d'énergie. D'ailleurs, j'ai fait le calcul chez moi. Avec le ballon d'eau chaude, ça coûte 500 €, en tout cas chez moi, pour chauffer l'eau à l'année. Donc c'est un gros budget énergétique. Alors on imagine pour une piscine qu'on chauffe toute l'année, qui fait des centaines de mètres cubes. Au niveau des collectivités, est-ce qu'on a des retours d'expérience pour Vincent? Je sais que vous avez des stats, des synthèses, mais peut-être pas pour les piscines en elles-mêmes, au niveau de la région. Alors oui, effectivement, nous, côté Driot, on fait un travail aussi d'analyse de la donnée à partir des données qui nous sont données par le ministère, pour essayer d'identifier quelle est la typologie du parc concerné. Malheureusement, à ce jour, les informations sur le parc public, on a très peu d'informations, nous, synthétisées au niveau État, dans le sens où on s'appuie sur notamment les fichiers fonciers qui sont des données
confidentielles et surtout des données qui sont issues de la taxe foncière. Donc on n'a pas forcément les informations sur le parc public. Oui, c'est peut-être Opéra qui va permettre de remonter les premières informations. On l'espère. L'objectif, c'est aussi l'un des objectifs, on va dire, sous-jacents d'Opéra, c'est aussi d'améliorer la connaissance du parc global français. On a beaucoup de perspectives sur le parc privé. Sur le parc de l'État, c'est encore une autre question qui est gérée en interne, mais que je ne traite pas, donc je n'ai pas plus d'informations. Mais sur le parc public, effectivement, ça pourra apporter de nombreuses informations. Par exemple, sur le parc, tout ce qui est piscine, gymnase, on a très peu de visibilité sur ce que ça représente à l'échelle francilienne, mais des travaux sont en cours actuellement en parallèle. Nargis, on avait dit, alors on va continuer sur les retours d'expérience. Nargis, on avait dit qu'il y a aussi un exemple d'un accompagnement d'une commune de Val d'Oise sur un bâtiment sportif. Alors on voulait parler un peu méthodologie, c'est-à-dire c'est quoi la méthode pour enclencher ce mouvement? Bien sûr. Alors, donc, l'accompagnement qu'on a effectué, c'était dans le cadre d'un projet européen. Donc, c'est 4 communes du Val d'Oise qui ont pu être accompagnées. Et donc, l'objectif, c'était de les aider à mettre en place leur stratégie. Donc, on s'est rendu compte, je passe directement à la conclusion de l'accompagnement, qu'il fallait vraiment avoir une personne en interne pour pouvoir justement suivre les consommations du bâtiment. Et que sans ça, malheureusement, on s'était arrêté au stade de l'audit. C'est-à-dire que ça a permis justement d'avoir un peu un déclencheur, cet audit énergétique. Parce qu'il faut savoir qu'un audit, ce n'est pas juste voilà, votre bâtiment, il consomme tant. C'est vraiment le bâtiment, il consomme tant sur tel poste et tel poste et tel poste, donc chauffage, électricité, et consommation spécifique. Enfin, voilà, il y a vraiment tout qui est détaillé. Et puis ensuite, dans cet audit énergétique, on retrouve des scénarios qui vont nous permettre de nous projeter. Donc, si effectivement on effectue une action sur tel et tel élément du bâti, ça va nous permettre potentiellement d'envisager des réductions de temps de pourcent d'énergie. Et donc, ça permet comme ça d'envisager plusieurs actions à réaliser sur son bâtiment. Et donc, ces actions elles peuvent être directement sur le bâti, donc assez lourdes, ou sur les équipements techniques, ou sur tout ce qui va être usage aussi du bâtiment. Et donc, suite à cet accompagnement-là, on s'est aperçu qu'il fallait impérativement, en fait, au sein de la commune, développer un outil de suivi des consommations. C'était un peu avant le décret tertiaire, ce projet-là. Et donc, ça permet justement d'avoir une personne qui est capable de dire là, on a une anomalie de consommation, ce bâtiment, il est vraiment très vétuste, et d'après l'audit énergétique qu'on a effectué, il suffirait de faire une petite action sur, par exemple, l'éclairage pour réduire par exemple, 10% la consommation du bâtiment. Et parfois, donc sur nous, les audits énergétiques qui ont été réalisés, c'était sur des gymnases, donc pas de piscine pour le coup, et on s'est aperçu que sur les gymnases, contrairement aux groupes scolaires, on avait des consommations qui étaient qu'il était difficile de réduire sans une action sur le bâti. Donc on n'est plus autant sur des actions d'usage ou de réduction des consommations de l'électronique ou voilà, de tout ce qui est usage du bâtiment, énergie spécifique, mais plutôt sur tout ce qui était bâti, donc isolation, menuiserie, et puis éclairage, donc relamping. Donc ça a permis de mettre en valeur en tout cas que sur ce patrimoine-là, s'il y avait des actions à mettre en place, c'était des actions qui allaient potentiellement être coûteuses, mais qui pour le coup allaient avoir un gros impact sur la consommation du bâti directement. Oui, donc il faut intervenir sur le bâtiment lui-même. Sur les piscines, Alexis, finalement, les travaux que vous avez engagés, j'avais 2 questions. C'est quoi l'équipe que vous avez aujourd'hui pour gérer cette partie énergétique sur la ville de Nanterre et plus spécifiquement ce que disait Nargis sur les parties piscine et gymnase? Et puis c'est quoi les travaux que vous avez réalisés réellement sur la piscine pour arriver dans le cadre du contrat de performance énergétique, hein? Alors déjà, dans les services de la ville de Nanterre, on a une équipe technique assez conséquente. On a notamment 3 ingénieurs énergéticiens qui travaillent, donc ça c'est assez utile pour travailler sur les projets de construction, mais aussi sur l'optimisation du patrimoine existant. C'est-à-dire que vous faites vous-même les calculs? On fait un certain nombre de calculs, oui, en interne dans les services, oui.
Et après, alors j'ai pas les détails des travaux qui ont été réalisés, j'étais pas élu à l'époque, donc je sais pas exactement. En tout cas, c'est dans le cadre d'un contrat de performance énergétique, donc c'est surtout le prestataire qui est Engie qui a décidé des travaux qu'il devait faire pour remplir ses objectifs en lui-même, quoi. Oui. Est-ce qu'il arrive, parce que je sais que les contrats de performance énergétique, il y a un objectif de performance énergétique, est-ce que les objectifs ont été atteints? C'est ce que je disais un peu tout à l'heure avec les chiffres que j'ai donnés de réduction. Là, en tout cas, pour 2021, ils ont été largement atteints, mais bon, c'était une année un peu particulière. Pour les années précédentes, qui étaient des années avec un fonctionnement normal, ça a été très largement atteint sur l'eau. Ça l'a été un peu moins sur le gaz et l'électricité, mais c'était quand même assez proche, sachant qu'il y avait aussi un peu de discussions à faire avec la ville, parce que des fois, il a fallu se décider entre améliorer le confort des usagers ou réduire un peu plus la consommation énergétique. Donc des fois, il y a un peu de consensus qu'il y a eu à avoir avec le prestataire. Oui. Et aujourd'hui, pour faire les quelques pouillèmes d'économie d'énergie supplémentaires, vous avez pris des mesures particulières sur les piscines? On n'a pas encore pris de mesures particulières sur les piscines, mais il y a des réflexions qui sont en cours, justement, dans le cadre de l'envolée des prix de l'énergie, de savoir est-ce qu'on va baisser de quelques degrés l'eau de la piscine, l'eau de l'air ambiant, sachant que dans le grand bain olympique, on a actuellement l'eau qui est à 28 degrés. 28 degrés, ah oui, c'est confortable. C'est confortable, mais ça reste à peu près dans les standards des piscines, où en gros ça oscille entre 26 et 28 degrés, sachant qu'un degré de moins de température de l'eau, c'est 5% d'économie d'énergie. Pour le bassin, pour Paul Valle-Couturier, donc pour les maternelles, on est plutôt l'eau à 32 degrés. Donc quand c'est pour les enfants, la température est plus élevée. Donc voilà, même de manière générale, pour tout le patrimoine communal, on réfléchit à des économies d'énergie, voire baisser des températures, des choses comme ça. Parce que là, l'électricité, les prix ont déjà été répercutés en gros, mais pour le gaz, on a un contrat avec le CGIF, qui est le syndicat de gestion de gaz d'Île-de-France, qui va arriver à son terme au 31 décembre, et on avait un prix fixe dans ce contrat-là, donc qui va être renouvelé l'an prochain. Et qui dit renouvellement, dit renégociation sur le prix du gaz et certainement envolée du prix du gaz. Oui. Au niveau des gymnases, est-ce qu'on fait le même constat que ce que décrivait Ménargis, c'est-à-dire qu'il faut avoir des équipes sur place aussi pour gérer l'énergie et en tout cas mener les actions qui vont bien au moment où on les constate, parce qu'on peut en parler. Vous avez un gymnase qui s'appelle Paul Langevin et puis là vous faites une nouvelle construction sur ce gymnase. Alors c'est une reconstruction, oui, puisque c'est un gymnase qui a brûlé il y a 2 ans, donc il a été détruit et il est reconstruit actuellement. Enfin, il y a le marché qui est en cours. Donc là, dans ce cadre-là, ça sera un MGP, un marché de... J'ai du mal avec les sigles. L'acronyme, s'il y en a un qui connaît? MGP, Marché global de performance, voilà, marché merci. Global de performance. Donc un marché global de performance, donc l'idée c'est que c'est le même groupement qui va s'occuper à la fois de la conception, de la réalisation, puis après de l'exploitation et de la maintenance du bâtiment. Donc ça responsabilise en gros le constructeur, parce que c'est pas simplement le constructeur qui dit oui, je vais respecter les engagements de consommation d'énergie, qui nous remet les clés, et après on se rend compte que c'est pas respecté, et c'est la collectivité qui doit rattraper dans les années à venir toutes les malfaçons, etc. Même si le constructeur a des obligations évidemment, mais c'est souvent un petit peu le bras de fer après dans les années à venir. Donc là au moins c'est eux qui seront responsables jusqu'à la maintenance et l'exploitation du bâtiment. Donc ça sera à eux de rattraper leurs erreurs au niveau de la construction et de la conception. Oui, on a comme le CPE, parce que je crois que d'ailleurs on en avait parlé en mars, où vous décriviez, où on décrit des appels d'offres qui peuvent être réalisés, et puis les entreprises répondent aux appels d'offres, et puis une fois que c'est en exploitation, si ça dérive, c'est plus tellement le problème de l'entreprise. Même des fois, apparemment, c'est même au niveau de la construction où il y a des constructeurs qui se disent oui, bon, quand on a répondu à l'appel d'offres, on a dit qu'on remplirait les objectifs, mais on ne pensait pas que c'était des objectifs qu'il fallait vraiment remplir, on pensait que c'était négociable, et finalement, on est étonné que la collectivité tienne mordicus à ces objectifs-là. Donc des fois, c'est même à cette phase-là où il faut rappeler un peu à l'ordre les constructeurs en leur disant si, on y tient vraiment à nos engagements de performance énergétique, c'est pas juste pour faire joli sur le papier. Oui. Vincent Énergis, alors du coup, comment on fait pour contraindre les entreprises? Est-ce que c'est un conseil qu'on peut leur donner, c'est de dire aux collectivités, hein, est-ce que c'est un conseil de dire quand vous avez des travaux à réaliser,
il vous faut que vous passiez par un contrat de performance énergétique parce que comme ça, l'engagement, il est présent. Oui, c'est ça. Le mieux, c'est de contractualiser les engagements et en amont aussi, de vraiment, comme je le disais, bien connaître son patrimoine. Ça permet de se fixer, dans sa méthodologie déjà, de se fixer des objectifs. Et en fait, une fois qu'on a ces objectifs en tête, on sait ce qu'on peut attendre des professionnels qu'on a en face de nous. Et donc là, être exigeant par rapport au projet de rénovation. Ça, oui. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment un double enjeu aujourd'hui autour de ce décret tertiaire. Dans un premier temps, c'est déjà, on l'a dit, on l'a évoqué à plusieurs reprises, c'est l'assujettissement à proprement parler. Comme l'a dit Nargis, la connaissance de son parc initial qui permet déjà de pouvoir remplir la plateforme Opérat également pour entrer dans les clous des obligations, qui on va dire qui est à court et moyen terme. Et plus largement, à plus long terme, il y a la question de la stratégie qui a été évoquée précédemment au niveau de la gestion des piscines à la ville de Nanterre. Au niveau de la stratégie, le message que nous on porte, c'est déjà d'ici 2030 avec les moins 40%, ce qu'on peut mettre en place assez rapidement, c'est tout ce qui est de l'ordre on va dire de la sobriété énergétique, la réduction des consommations, la modification des comportements, la mise en place de comptage sous comptage pour mettre en place un monitoring de son bâtiment et évaluer vraiment les consommations réalisées, ce qui permet déjà de réduire, on l'a évoqué, considérablement les consommations. On va dire dans le cadre de la crise énergétique actuelle, c'est la réponse la plus rapide qu'on peut apporter pour réduire aussi les factures énergétiques. Et dans un second temps, un horizon plus lointain, ça a été évoqué également tout à l'heure, à l'horizon 2040-2050, pour avoir atteindre des objectifs encore plus élevés. Il y a des travaux plus lourds, des actions plus lourdes qui sont envisagées, qui sont on va dire, en termes de contractualisation, de mise en place de stratégie globale, à penser dès aujourd'hui, que ce soit en termes de isolation de l'enveloppe, travaux sur l'enveloppe, de modification, changement des systèmes, des équipements, notamment de chauffage, avec des équipements plus performants. C'est quelque chose qu'il faut imaginer, qu'il faut penser dès aujourd'hui en parallèle des actions de sobriété pour les horizons qui sont plus lointains. Oui, quand on regarde la sobriété radicale qui a été opérée, c'était de fermer certaines piscines. Mais c'est peut-être pas celle-là qu'il faut forcément opérer. Mais quand on regarde les contrats de performance énergétique, entre le moment où vous décidez de faire les travaux, en tout cas vous êtes sensibilisé, vous dites tiens, il faut qu'on fasse quelque chose, et puis le moment où c'est réellement fait et réalisé, il se passe combien d'années, combien de temps? Ça, c'est pour donner un retour d'expérience aux collectivités qui nous écoutent. Je n'ai pas regardé, mais ça doit être quelque chose de l'ordre de 4 ans, je pense, entre le début et la livraison du bâtiment. À un an près, ça doit être ça. Oui, donc si on veut arriver à des objectifs en 2030 de sobriété, d'efficacité énergétique, c'est tout de suite là qu'il faut se mettre en ordre de marche pour commencer les projets et puis réfléchir aux travaux qu'on va réaliser. Et je rajouterais d'ailleurs qu'il y a aussi un travail à faire sur les usages. C'est une réflexion qu'on a aussi, c'est pas le plus simple, mais aussi de réfléchir à l'optimisation de l'utilisation des bâtiments ou comment faire la même chose avec moins de mètres carrés, puisqu'un moyen peu coûteux de réduire les consommations d'énergie, c'est d'utiliser moins de mètres carrés. Donc c'est par exemple sur les écoles, avant on faisait le centre de loisirs d'un côté, l'école de l'autre. Maintenant on ne fait plus que des groupes scolaires où il y a le centre de loisirs et l'école dans le même bâtiment, donc ça permet au moins de mutualiser les espaces communs. Il y a même des villes où ils sont allés encore plus loin, où le centre de loisirs se fait dans les mêmes classes que l'enseignement. Donc voilà, il y a moyen d'optimiser comme ça assez fortement. Après, ça se fait parfois aussi un peu dans la douleur, parce que quand on dit on va fermer tel bâtiment pour le regrouper avec un autre, ça ne fait pas toujours plaisir à tout le monde. Oui, là c'est un nouveau fonctionnement, c'est une prise de conscience des usagers qui doivent travailler de manière différente. Est-ce qu'au niveau de la REC, vous avez des sensibilisations là, sur ces sujets-là? Quand je viens chez vous, souvent je vois des tableaux de prise de conscience des maîtres d'ouvrage. Alors effectivement, donc, on n'a pas forcément des ateliers de prise de conscience, mais plutôt des ateliers, donc par exemple, vous parlez d'agir sur les usages. J'ai une collègue qui travaille sur la sobriété, donc c'est pas, voilà, on s'en rapproche un peu. Et donc l'idée c'est de faire des ateliers pour expliquer ce qu'est la sobriété et puis quels sont tous les domaines qui peuvent être concernés par la sobriété et comment elle s'y applique
d'un domaine à l'autre. Donc c'est vrai qu'on commence, ça fait un moment qu'on y est, mais on essaie de travailler un petit peu sur ces réflexions-là, qui sont plus de l'ordre de, pas forcément la transition énergétique ou la réduction de l'efficacité énergétique, mais plutôt l'adaptation au changement climatique, la sobriété, comment est-ce qu'on réduit nos consommations d'espace aussi, comme vous le disiez. Donc comment penser autrement. Alors, on arrive bientôt au terme de cette table ronde. On a un petit quiz. Benjamin, il fait très chaud, Morgane. On a laissé la clim, on a remis la clim. C'est un truc de dingue. Hein. On est obligé de mettre la clim, parce que je ne sais pas quelle température il fait aujourd'hui à Paris, mais il fait frais, mais il fait quand même assez chaud. Donc, merci, Morgane. Donc, alors, on a 3 questions pour le quiz. Allez, pour vous, à la table ronde, on va voir. On en a fait une pour chacun. Donc vous allez choisir. En France, les piscines de plus de 30 ans représentent 10% du parc, 30% du parc, 60% du parc, 80% du parc. Plus de 30 ans, ça nous ramène avant 1990. Hein. Voilà, on va vous laisser répondre. Vous pouvez commencer à répondre déjà, cher public qui est à distance. Ensuite, la deuxième question, c'est la consommation annuelle d'une piscine peut atteindre jusqu'à 1200 kWh par mètre carré, 2800 kWh par mètre carré, 3600 kWh par mètre carré. Ça, c'est tout confondu ou c'est que le bassin d'eau chaude c'est que le bassin, tu sais pas, Benjamin. Donc on va voir. Et puis troisième question, pour une piscine chauffée au gaz, 1 degré en moins au thermostat peut représenter une économie sur la facture de 1, 3, 7, 12. Alors là, on a commencé à y répondre tout à l'heure. Allez, on vous laisse voter. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Allez, 0. On affiche les résultats. Dans le public aussi qui était avec nous. Alors en France, les piscines de plus de 30 ans, en majorité 60% du parc. Benjamin, peut-être on peut afficher les résultats. Qu'est-ce que vous diriez, vous, Nargis? J'ai demandé, est-ce qu'on parle du parc uniquement des piscines ou bâtiments sportifs de manière là, c'était générale? toutes les piscines, hein, je pense des piscines. Ouais. Hein. Bon, Donc, j'aurais dit sinon 30%. Voilà, tu aurais dit 30%, donc c'est 60% du parc. La consommation annuelle d'une piscine peut atteindre jusqu'à 2800 kWh par mètre carré. Est-ce qu'on était d'accord? C'est ce qu'avait mis le public. Oui, c'était 50-50 avec 3006. Vous vous souvenez de la consommation, Alexis, de la piscine, de votre piscine? J'ai la consommation, mais pas au mètre carré. Donc, mais après, je peux vous la donner. C'est la consommation globale. Voilà, donc le total, c'était 2212 MWh. Et vous connaissez les mètres carrés ou pas? Mais non, là, je n'ai pas les mètres carrés, donc je ne peux pas vous faire calculer. Voilà, donc on a du mal à faire la correspondance. Alors, pour une piscine chauffée au gaz, 1 degré de moins sur le thermostat, ça représente... Voilà, ça correspond à peu près à ce que vous disiez tout à l'heure. Moi, j'avais dit 5%, mais c'était que pour la température de l'eau. Donc là, 7%, c'est peut-être avec l'air également, je ne sais pas. Oui, donc là, ça paraît plus logique. Voilà, donc effectivement, on voit que sur les piscines, il y a beaucoup de choses à faire et sur les gymnases aussi. Alors peut-être avec des travaux différents. Les piscines, on va travailler plus sur les systèmes, quoique, hein, on va travailler aussi sur l'enveloppe et les gymnases, ça va être beaucoup plus sur l'enveloppe. Hein, c'est ce que tu disais, Nargis. Voilà, je vous remercie pour cette table ronde. On peut les applaudir, tous les 3. Merci à vous.